Bonne année! I know it was you, Fredo. Bonjour et bienvenue sur Les Cousins font leur cinéma. Et voilà, nous sommes en 2018 et il est temps de parler de 2017 et des films que nous avons aimés cette année, de faire un Top 5. Donc voilà, ça va être une vidéo, on va parler d'amour. Ça va être une vidéo remplie de cœur, de papillons, de joie, de bonheur qu'on a eu tout au long de l'année. Vive le cinéma! Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va d'abord vous énumérer quelques films que nous avons beaucoup aimés cette année, mais qui ne font pas partie du top 5. Donc c'est parti, je commence, on y va? Vas-y. Alors vas-y, je vais les énumérer. Je les connais pas par cœur, donc je les ai notés. Alors! C'est vrai que, ouais. Alors voilà, le premier film que je vais citer, il devait figurer dans le top 5, mais au fil du temps, j'ai finalement changé mon ordre, et voilà, il a failli rentrer, il était à deux doigts, petit comme ça, de rentrer, mais voilà, Dunkerque de Christopher Nolan, Get Out, Mother, Le Redoutable, Au revoir là-haut, Monsieur et Madame Adelman, oui, Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, ça paraît fou, mais vous verrez quand vous aurez vu le film, La La Land, Lost City of Z, Le Sens de la Fête, Détroit, Your Name et ça. Alors, pour moi, pareil, avant de rentrer dans le top, moi je dirais Blade Runner 2049, Get Out, La La Land, Your Name, et comme toi, Monsieur et Madame Edelman de Nicolas Bedos, qui était très 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 bien. Et alors je commence avec le numéro 5 pour moi, et je commencerai par un film qui n'est pas encore sorti en salle en France, mais que j'ai eu la chance de voir en novembre dans une avant-première. C'est un film qui s'appelle Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Voilà, alors le titre est très... Et c'est édité chez Plomb. Et c'est édité chez Plomb. Non, mais alors le titre en français, c'est Les Panneaux de la Vengeance. Bon, le titre en français est complètement... Enfin, je le trouve beaucoup moins bien, mais bon, bref. Donc, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. J'ai adoré ce film. C'est réalisé par celui qui avait fait Bon Baiser de Bruges, tu sais, en 2008, qui était très sympa. Mais alors là, pour moi, il signe donc tout simplement son meilleur film. C'est un film qui sort le 17 janvier. Retenez bien cette date. Allez voir ce film, il est magnifique. Il est avec... donc c'est un film qui est avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell et j'en oublie. Frances McDormand, donc c'est l'actrice qu'on a vue souvent dans les films des frères Cohen, et là je pense qu'elle va gagner l'Oscar de la meilleure actrice, vous verrez. Enfin en tout cas, je peux pas croire que ça soit autrement. Elle livre tout simplement peut-être sa meilleure performance de toute sa carrière. Woody Harrelson est excellent dans le film. Sam Rockwell, nomination aussi pour lui pour le meilleur second rôle. C'est sûr qu'il sera nominé, il est énorme dans le film. Peut-être aussi une nomination pour le meilleur scénario. C'est un film sur des personnages brisés, c'est rempli d'humanité, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment très très drôle. J'ai vraiment passé un très très bon moment devant ce film, j'ai hâte de le revoir d'ailleurs dès qu'il sortira en salle le 17 janvier. Voilà, ne manquez pas ce rendez-vous, à toi. Voilà, en 5 pour moi c'est ça, voilà, de Andy Muschietti, voilà, film on va pas revenir dessus, on avait fait une critique. Film d'horreur, bon après, qui fait peur, qui fait pas peur, bon ça je m'en fous de cette polémique, personnellement, moi ça m'a fait peur, mais bon. Film d'horreur super bien scénarisé, super bien joué, voilà, c'est le film pour moi qui est juste très bien fait, c'est une adaptation, j'en attendais rien, et franchement j'ai été vraiment surpris parce que hyper bien fait, hyper efficace, voilà, ça en 5e position. En 4e position, je mets Coco. Le dernier Pixar, tout simplement parce que c'est le seul film cette année qui m'a fait pleurer. On avait fait une critique avec ta fille sur notre chaîne, que vous pourrez aller voir. Et voilà, c'est juste magnifique, c'est beau. C'est un film... arrête avec ce téléphone. Non, mais disons que pour les gens qui sont angoissés de la mort, bah, c'est un film qui vous fera économiser 12 séances chez le psy, quoi, tu vois, par exemple. C'est-à-dire que réussir à faire un film sur un sujet aussi touchy, tu vois, aussi sensible que la mort, à travers un film pour enfants comme ça, et de nous rassurer, de nous émerveiller même avec un sujet pareil, mais c'est... Mais juste, j'applaudis, bravo, quoi, voilà, merci Pixar, c'était juste bouleversant, émouvant, les musiques, j'ai adoré, j'ai acheté la BO, enfin bon, voilà, Coco, c'est magnifique, c'est le meilleur film de cette fin d'année,
À toi. En 4, pour moi, ce sera La planète des singes suprématie. Voilà. Enfin, un blockbuster hollywoodien méga efficace, super intelligent, toujours très bien écrit, super bien réalisé, hyper bluffant sur les effets spéciaux. Voilà, Planète des singes, tu vois, quand il s'agit de prendre une franchise, et pourtant c'est un reboot, pourtant c'est une franchise, pourtant c'est tout ça, et c'est rien à dire dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi un des meilleurs blockbusters de l'année, et voire depuis assez longtemps quand même. Hein. Et c'est un renouvellement d'une saga. Enfin, et renouvellement d'une saga, et voilà, et on casse les codes aussi, et machin, mais il y a un respect de l'univers, et il y a une volonté de prendre aussi un peu les choses au sérieux, et ça, waouh, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Numéro 3, pour moi, c'est Silence de Martin Scorsese. Voilà, j'ai pris une claque devant ce film. D'ailleurs, je l'ai réévalué en le revoyant il y a quelques mois, parce que quand tu vois la critique qu'on avait faite, je crois que je lui avais donné 4 sur 5, mais en vérité, je crois que je lui donne 5 sur 5. C'est tout simplement l'un des meilleurs films de Martin Scorsese. C'est un questionnement métaphysique pendant 2h40 dans le Japon féodal du XVIIe siècle. J'ai trouvé que ce questionnement était passionnant, livré en plus par une performance de Andrew Garfield excellente, sublimement filmé par évidemment le grand Scorsese. La direction photo sur ce film, elle est juste magnifique. C'est un film qui aurait mérité un Oscar. D'ailleurs, je sais plus s'il l'a eu. Bon, bref, un super beau film, un film qui t'apaise, un film qui te fait réfléchir. En plus, c'est un film qui tenait vraiment à cœur à Martin Scorsese parce que le sujet, voilà, la foi chrétienne, on sait que c'est quelque chose qu'il travaille à Scorsese, vu que quand il était jeune, il voulait être prêtre. Et donc, c'est vraiment intéressant de le voir aborder ce genre de sujet dans ce film-là qu'il a mis aussi tant d'années à monter. Ça paraît fou là, de se dire ça, pourtant c'est Martin Scorsese, mais c'est vrai, il a mis beaucoup d'années avant de faire ce film, et je trouve que c'est un grand accomplissement. Silence de Martin Scorsese. Voilà. Moi en 3, ce sera Coco. Voilà, donc je te rejoins, on ne met pas à la même place parce que pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Le retour de Pixar en grâce, quoi, c'est-à-dire que vraiment, on pensait les avoir un peu perdus, surtout même au cours de la même année. C'est-à-dire que t'avais quand même Cars 3, qui est pour moi épouvantable. Pourtant, j'avais adoré le 1, mais le 2, nul, et le 3, encore aussi nul que le 2. Voilà. Donc on pouvait se dire, bon, mais où est Pixar, quoi. Et ils font Coco. Voilà, et ils font Coco, et c'est un bijou absolu. Comme toi, bon, bah j'ai pleuré. Et puis surtout, voilà, c'est un film sur la mort. Alors on y reviendra un petit peu plus tard parce que j'ai un autre film sur la mort, mais qui est pour moi encore plus fort. Mais Coco, en tout cas, c'est vraiment une réussite totale, super bien animé. Sur le fond génial, et puis alors pour le coup il y a des twists dans Coco, mais alors c'est des twists qui servent à quelque chose, tu vois. C'est des twists qui aboutissent quelque part, tu vois, ça sert une histoire, ça sert un propos, voilà. Absolument. Contrairement à un autre réal dont on parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc Coco en 3e position. En numéro 2 pour moi, La planète des singes suprématie. Voilà, c'est tout simplement peut-être le meilleur épisode de la nouvelle trilogie de La planète des singes. Voilà l'exemple parfait de comment on réinvente une saga, comment on réintroduit des nouvelles thématiques et qu'on s'approprie le matériau de base et qu'on propose et qu'on amène sur la table une proposition hyper intéressante de cinéma. Voilà, c'est un film qui m'a aussi beaucoup ému. Et là aussi, typiquement, c'est l'exemple même du film où les effets spéciaux sont au service de l'histoire. Et qu'au bout d'un moment, limite, on oublie les effets spéciaux tellement c'est bien fait. Vrai, c'est-à-dire la motion capture est tellement bluffante. On a l'impression de voir des vrais singes. On a l'impression de voir des vrais singes qui existent, qui sont plus humains que les humains presque. C'est affolant de réalisme. C'est une claque donc visuelle. Matt Reeves, j'adore sa mise en scène. J'adore ce réal. Andy Serkis, il mérite presque un Oscar pour ses performances de motion capture, tout ce que tu veux. Il est excellent, c'est le meilleur. Voilà, La planète des singes suprématie, allégorie biblique, il y avait tout dedans, c'est hyper riche. Les personnages sont tous attachants, il y a de l'humour, mais sans que ça soit trop lourd. J'ai adoré. Numéro 2, La planète des singes suprématie, à toi. Alors, numéro 2 pour moi, ce sera Silence, voilà, de Martin Scorsese qu'on avait énormément défendu. Je vais pas redire ce que t'as dit, voilà, c'est du grand art. C'est peut-être un des meilleurs films de Scorsese. Très clairement, avec, voilà, comme tu l'as dit, Andrew Garfield, énormissime. Qu'est-ce que je peux rajouter sur Silence ? Non, voilà, un très grand film qui
qui pourra mettre sur la touche beaucoup de gens parce que il y a quand même un rythme très particulier, c'est assez lent, et puis ça va pas forcément toucher les histoires de prêtres dans le Japon féodal, quoi. Mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, essayez de lui donner une petite chance, voilà. Prenez-le en Blu-ray, tout ça en DVD. Franchement, c'est un très 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 bon film, et moi vraiment je le mets en numéro 2, pour moi c'est vraiment un des meilleurs films de l'année, quoi. Et voilà, on arrive au numéro 1, le meilleur film de l'année pour moi, celui qui m'a le plus époustouflé. Pour moi, c'est Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Et j'aurais jamais cru dire ça aujourd'hui dans un top 5. Parce que, étant un grand fan de l'original, eh bien, j'avais très très peur de cette suite dont je voyais pas vraiment l'utilité. Et alors là, Denis Villeneuve, pour moi, il a transformé l'essai. Il nous propose... un film presque aussi bon que ce chef-d'œuvre de Ridley Scott. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que Denis Villeneuve, il a réussi à imposer un rythme qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir dans les blockbusters et de laisser exister ses plans, de laisser les spectateurs apprécier ses compositions, ses cadrages, ses images, de nous laisser nous immerger dans son film. Il a réussi à, si tu veux, recapturer toute la mélancolie qu'il pouvait y avoir dans le premier Blade Runner, grâce aussi un petit peu à la musique de Hans Zimmer, qui n'égale pas évidemment celle de Vangelis, mais en même temps, comment peut-on égaler cette musique chef-d'œuvre de Vangelis? Mais en tout cas, il fait quand même du très bon taf, Hans Zimmer, et puis surtout Roger Deakins à la photo, qui nous livre peut-être les plus belles images qu'on ait jamais vues depuis des années et des années, dans ce film incroyable, où le scénario est riche, profond, où il y a des retournements de situation que tu ne voyais pas venir, qui sont intéressants, qui apportent quelque chose, qui apportent de l'épaisseur au récit. Il a vraiment pris le temps de faire exister ses plans et de pas faire forcément un montage hyper rushé, hyper cut, comme on peut voir dans tous les blockbusters. Alors ça peut être bien, je dis pas, mais là c'était vraiment propice à l'univers de Blade Runner, de laisser exister les plans, de les laisser respirer, de nous laisser savourer tout ça, un peu comme Kubrick quand il fait 2001 l'Odyssée de l'espace, tu vois. Alors oui, c'est vrai, ça peut peut-être déconcerter certains spectateurs par rapport à ce rythme-là, tu vois, qui est un petit peu lent. Mais bon, moi j'adore, moi je suis fan. Moi j'aime quand les plans existent. J'aime pas quand c'est du cut tout le temps. Ça me fatigue. Donc j'aime me laisser bercer. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'oublie pas que Blade Runner, c'est aussi, avant tout, un film atmosphérique. Et Blade Runner 2049, c'est totalement ça, quoi. On est plongé dans une atmosphère futuriste qui nous hante bien longtemps, même après la sortie, quoi. C'est un film que j'ai vu 3 fois au cinéma, et au fur et à mesure que je le revoyais, je l'aimais encore plus, au point de l'adorer, au point de dire que c'est pour moi le meilleur film de l'année. Donc Denis Villeneuve, chapeau. You did it, Denis Villeneuve. Alors pour moi, le premier meilleur film de l'année, pour moi sans hésitation, c'est un petit film en fait, enfin un petit film, qui s'appelle A Monster Call, en français c'est Quelques heures après minuit, de J.F. Bayona, donc le réalisateur de The Impossible, de L'Orphelinat, qui était déjà pour moi très très bon, et alors là pour moi il passe le cap, c'est-à-dire que là il va encore au-delà de ce qu'il avait fait. Pour moi Monster Call c'est le meilleur film de l'année parce que c'est un film alors justement qui parle un peu comme Coco, qui parle de la mort, hein, et qui en parle et qui va vraiment, il affronte son sujet de manière très frontale, qui n'hésite pas à y aller. Et alors, il le fait avec une subtilité, avec une intelligence, avec une émotion que moi, je n'avais pas vue depuis, mais alors, je sais pas, depuis peut-être, je sais pas, enfin, depuis 15 ans, quoi. C'est-à-dire que pour moi, je me suis pris dans la gueule. Alors, non seulement, c'est même pas une question que j'ai pleuré, parce que oui, c'est émouvant, mais c'est un sujet tellement sensible, tellement dur à traiter, et il le traite avec donc des éléments fantastiques, des éléments dramatiques en même temps, il mélange tout ça, et tout ça crée une espèce de cohérence, une espèce de film, mais pour moi, à la limite presque du parfait, quoi. C'est-à-dire que... Et il faut voir que ce réalisateur Bayona, il est encore jeune, je crois. Bon, alors il va réaliser la suite de Jurassic World, la suite de Jurassic World. Ok, bon, moi j'avoue que je suis pas très pressé de voir ça parce que je suis pas très fan, mais bon, j'irai le voir parce que c'est lui, quoi. Parce que je trouve que vraiment ce metteur en scène, bah, il a pas fait beaucoup de films, mais je pense qu'il va aller très très loin. Que pour moi, il a l'étoffe d'un très très grand metteur en scène. Voilà. Donc si vous avez pas vu Monster Call, mais alors précipitez-vous, prenez-le en Blu-ray, prenez-le en DVD.
Pour moi, c'est un petit bijou et ça constitue pour moi le meilleur film de l'année, tout simplement. Alors, donc ce qu'on voulait faire aussi un petit peu vite fait dans cette vidéo, c'est vous parler des séries télé. Parce que pour nous, ça a été quand même... Alors, oui, il y a eu pas mal de bons films, il y a eu des super trucs, là, mais ça a été quand même pour nous l'année de la série télé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre incalculable de séries télé d'une qualité hors pair. Il y en a de cette année, il y en a qu'on a découvert, et on va vous faire tout de suite un petit top rapide, alors que ce soit Netflix, que ce soit HBO, que ce soit ce que vous voulez, mais... On va juste vous citer les séries comme ça. Donc, alors vas-y, je te laisse citer tes 5 meilleures séries de l'année. Vas-y. Donc, pour moi, alors attends 2 secondes. Tu peux t'aider de ton téléphone. En 5, la saison 3 de Better Call Saul, bien évidemment, parce que là on est quand même dans de la bonne série bien foutue. En 4, la deuxième saison de The Crown. Alors si vous n'avez pas vu The Crown, précipitez-vous dessus parce que la première saison est un petit poil long à démarrer, mais ça va. Et alors la saison 2, elle transcende tout ce qu'elle avait mis en place dans la une, et c'est génialissime. C'est pour moi une des meilleures séries de l'année, très clairement, et pourtant c'est sur la reine d'Angleterre et tout ça, et c'est super bien, casting et tout. Troisième position, une super série qui comporte une saison pour l'instant, qui est adaptée d'un livre qui s'appelle 13 Reasons Why, qui est vraiment, alors là pour le coup, qui est hyper réussi, qui est des fois parfois un petit peu longue dans certains épisodes, parce qu'elle fait quand même 13 épisodes du coup. Alors, il n'y a peut-être pas besoin d'en faire 13 épisodes pour moi, mais c'est quand même hyper efficace, ça traite d'un sujet hyper dur sur le suicide des ados et tout ça. C'est pas une série évidente, même nous en tant qu'adultes, c'est quand même une série qui est des fois difficile à voir, mais alors remarquablement bien jouée, super bien écrit et tout ça. En deuxième position, la série allemande de chez Netflix qui s'appelle Dark. Alors ça, c'est une tuerie. Alors, je peux pas trop en parler parce que David ne l'a pas vu. Non. Et je ne peux absolument pas spoiler parce que si je lui dis il se passe ça au bout du droit, en tout cas, je vous recommande cette série allemande génialissime en une saison pour l'instant. Elle est renouvelée pour une deuxième. Et regardez-la en anglais si vous voulez, en ce que vous voulez en français, mais ne loupez pas. Et ça n'a rien à voir avec Stranger Things, hein, juste pour préciser. Rien à voir. Ne vous laissez pas avoir par le début, le truc, l'imagerie de l'affiche et tout ça. Ça n'a rien à voir avec Stranger Things. C'est une histoire totalement différente. Et en premier, pour moi, la meilleure série de l'année pour l'instant, première saison, ça s'appelle Handmaid's Tale, adapté d'un livre qui s'appelle La Servante écarlate avec Elisabeth Moss, qui se passe dans un futur, dans un futur très proche du nôtre. Et alors pour moi, la meilleure série parce que c'est d'une efficacité redoutable de ce que ça dit sur notre futur, de ce que ça dit sur les religions, de ce que ça dit. Et alors c'est super bien mené. Il y a 10 épisodes ou 11 je crois, et un petit bijou. Et j'attends la saison 2 avec une grande impatience. Meilleure série de l'année, Handmaid's Tale. Bon, moi j'ai pas vu autant de séries que toi. C'est vrai, toi t'en as vu un paquet. Moi limite j'ai vu plus de films. Oui, c'est vrai, non mais c'est vrai. Donc, meilleure série de l'année pour moi, en numéro 5, je mets Glow, la série Netflix Glow sur les femmes catcheuses. J'ai adoré. Moi j'ai adoré. C'était pas mal, mais bon. Oui, du don. Moi j'ai adoré, je trouvais ça. Non, mais c'est hyper frais, c'est hyper sympathique, c'est drôle. Voilà, le personnage du metteur en scène, enfin du producteur, là, je l'ai trouvé excellent. Et la blonde. Et la blonde, enfin toutes les actrices, je les trouve très très bonnes. Et dont la brune qui jouait dans Mad Men d'ailleurs. Hein, la brune qui jouait dans Mad Men. Si, l'héroïne de Glow, c'est. Ah oui, la brune qui jouait dans Mad Men et qui jouait très bien d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs. Comme Elisabeth Moss dans Handmaid's Tale qui jouait dans Mad Men. Tout se croise finalement. Ouais. Donc voilà, Glow, voilà, 5e position. En numéro 4, je mets la série Love, encore une série Netflix, une série hyper touchante sur un geek qui tombe amoureux d'une fille un petit peu détraquée, alcoolo, sex addict, etc. C'est une relation presque impossible, mais hyper touchante, hyper amusante, hyper frais. C'est des épisodes qui durent 25 minutes, vous pouvez vous les enchaîner tout de suite comme ça. Il y a 2 saisons sur Netflix, allez-y, regardez-moi Love. En 3e position, je mets 13 Reasons Why. Comme toi, j'ai adoré cette série parce que ça parle d'un sujet évidemment un petit peu sensible, à savoir le suicide d'une ado. Mais quand on est parent comme nous, eh bien, on est forcément un petit peu impliqué et touché, surtout quand c'est bien raconté comme ça. C'est hyper intéressant en fait de voir tout le processus psychologique d'une adolescente qui en fait l'amène à commettre un suicide, quoi. Moi, ça m'a donné limite envie de lire le livre, mais bon, tu vois, et de revoir même la première saison, que j'ai trouvé vraiment génial. Numéro 2, je mets donc la saison 3 de Better Call Saul, que j'ai tout simplement adoré. C'est peut-être même la meilleure saison pour l'instant de Better Call Saul, surtout avec l'introduction d'un personnage emblématique de la mythologie de Breaking Bad, à savoir Gus, qui juste à chaque scène où il apparaît,
t'es comme ça, tellement c'est puissant, tellement cet acteur, il est juste extraordinaire. Donc voilà, Better Call Saul. Et pour moi, la meilleure série de l'année, c'est Mindhunter, donc série de David Fincher sur Netflix, qui m'a passionné de bout en bout. Une série où ils arrivent à rendre des scènes de dialogue filmées en champ contre champ encore plus intenses que des scènes d'action. C'est-à-dire que c'est incroyable. Voilà, moi donc je l'ai toi, pas vu. Donc toi tu l'as pas vu. Pas de spoiler, mais je vais la voir là tout de suite. Là. Non, voilà, j'en dis pas devoir plus, l'enchaîner, mais là. c'est hyper... Enfin, moi, ça m'a passionné, je trouvais ça hyper intéressant. On rentre vraiment dans la psychologie, dans la psyché de tous ces tueurs en série. C'est hyper intéressant. J'ai hâte de voir la saison 2. Voilà, Mindhunter, voilà, c'était pour notre top série. Donc maintenant, vous pouvez nous retrouver sur la deuxième vidéo, qui sont les flops 2017. Et là, vous allez vous régaler, parce qu'il y en a un paquet. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Sens Critique, et maintenant sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à faire des commentaires. Dites-nous quels sont les films que vous avez le plus aimé cette année, votre top 5, ou voire même aussi vos séries préférées que vous avez vues cette année. Comme ça, on pourra comparer, on pourra vous répondre, ça sera intéressant d'échanger. Voilà, donc rendez-vous donc dans la prochaine vidéo qui va pas tarder à arriver là dans quelques heures normalement, si j'arrive à faire l'upload rapidement. Voilà, donc à bientôt, merci et au revoir. Better Call Saul.